Pam, pam. Je ne vois pas les commentaires. Je ne vois pas les commentaires. On va revenir sur Clara Blanc. Je ne vois pas les commentaires. Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à voir les différents commentaires. Qu'est-ce qui se passe? Invitez vos amis. Connectez-vous. Invitez vos différents amis et connectez-vous. Excusez-moi. Hein. 5, 6, 15, oh là 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 là, attendez, hein, faut pas que je coupe le direct, hein. Faut pas que je coupe le direct. 0, 0. Excusez-moi. Invitez vos différents amis. Je sais pas qui est en live actuellement, hein, je sais pas. Invitez vos différents amis et partagez la vidéo. Je sais pas si on doit couper ou si on continue, je sais pas. Et ce qui est sûr, invitez vos différents amis.
Et on va continuer le show. Invitez vos différents amis. Bonsoir, je vous attends vraiment. Tu sais parler. Ah, Cancan Sidibé, merci. Merci infiniment. On est ensemble. Partagez, je ne sens pas les partages. Hein, je ne sens pas les partages. Partagez au maximum la vidéo. Partagez au maximum la vidéo. Partagez au maximum la vidéo. Invitez vos différents amis. Ismaël Taj, sois salué, l'homme fort. Soyez tous salués, invitez vos différents amis. Voilà, faites-leur venir, dites-leur que le 001 est en live. Il faut qu'ils viennent s'asseoir. Je ne sais pas qui est en live, hein, mais faites venir tous vos différents amis. Invitez-les par ici. Dites-leur simplement que le 001 est en live. Voilà. Partagez la vidéo. Je ne sens pas les partages. Partagez au maximum la vidéo. Invitez vos différents amis. On va bailler un peu. Invitez vos différents amis. Partagez la vidéo. On va bailler un peu. Et il faut qu'on baille. Voilà. Mouchi Asamoah, sois salué. Depuis ta position, sois salué. Voilà. Je vois qui. J'ai déjà salué Mouchi. Invitez vos différents amis. Dites-leur simplement que je suis là. Nous allons parler et il faut qu'on parle, il faut qu'on marche. Écrivez simplement fédéral 001, tu marches. Nous devons marcher et nous allons marcher. Voilà, j'ai 2 personnes qui ont été convoquées aujourd'hui. Il y a dans un premier temps Soro Kanigi et il y a Meïté Aboulaye. Meïté Aboulaye, c'est lui qui est... Il est l'avocat au barreau de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, il fait office d'avocat de l'État de Côte d'Ivoire. Nous allons en parler avec lui. Je vais revenir sur Soro Kanigi. Et donc, je voudrais ici que l'ensemble de tous les différents soroïstes soient là. Pour que je marche. Écrivez fédéral marche. Enoch Siloué soit salué. Je vais marcher très fort. Voilà. Donc... je ne sais pas s'il y a un qui est en live, mais il faut que ça... Voilà. Je suis 001. Voilà. Ceux qui me découvrent pour la toute première fois. Je suis donc activiste pro-Côte d'Ivoire et donc membre de Génération et Peuple Solidaire. J'invite ici tous les différents soroïstes. Je voudrais ici saluer... Taj Ismaël Taj, voilà, je l'ai salué. Je voudrais ici saluer tous les différents communicants soroïstes. Soule de Paris, Ahmed Konaté, Doumbia Zouzou, Loseni Kibafori, Soumaro Ibra, Nina la Lyon, KGB le Gourou, Eleonore Kwame, Douchka Pakora, Aston Martins, Keita Chekouma. Hein? Il y en a plein. Il y en a plein. Voilà, je voudrais saluer tous ces différents communicants. Écrivez simplement. Quand je vois Fédéral Marche, ça me donne le courage de courir, de marcher fort. Je voudrais saluer toutes ces personnes qui battent effectivement le pavé de la communication. Voilà, c'est grâce à eux que l'ensemble de nos différents militants, jusque-là, ils tiennent. Je voudrais ici les saluer. Saluer également la présence de celui qui est très introduit auprès, donc, je veux dire, de tous les cercles d'influence et qui a la possibilité de nous ressortir des informations très fraîches. Nous sommes déjà 100 personnes. Des informations très fraîches. Je voudrais ici qu'on salue le grand sorcier. D'ailleurs, il est annoncé très prochainement sur le direct de KGB. Mais quand on aura
la visibilité, on va venir ici et puis vous communiquer ça. Je voudrais ici saluer le grand sorcier. Sois salué. Chers amis, partagez la vidéo, invitez vos amis. On va faire 2 en 1. Ça veut dire qu'on va prendre dans un premier temps Soro Kanigi. On va le dépecer et on va passer à Meïté Suleiman. Lui aussi, on va le dépecer. Et c'est important. Voilà, c'est très important. Je voudrais ici saluer tout le monde parce que quand je vais démarrer, je ne m'arrête plus. Fifi, Oulo Game, soit salué. Tout le peuple malien également, je voudrais saluer. Je voudrais saluer tout le peuple guinéen, saluer tout le peuple burkinabé, toute la sous-région. Je voudrais vous saluer parce que vous savez, le combat également aussi qu'on mène, il est aussi transfrontalier. Donc, je voudrais saluer. C'est vous qui m'avez baptisé fédéral Sankara, fédéral Modibo, fédéral Fodé, tout ça je prends. Voilà, donc c'est par rapport au contenu qu'on développe, donc c'est fort de cela que vous me donnez des noms. Je prends tout ça. Voilà, Enoch Silué, voilà, je voudrais saluer tout le monde. Voilà, chers amis, je vais rapidement aller avec Soro Kanigi. Je pense que Soro Kanigi n'est plus un personnage à présenter. Il n'est plus un personnage à présenter. Tous les soroïstes doivent le connaître. Ici, je ne vais pas vous présenter sa photo. Ce n'est pas important. Patrice Hauteville soit salué. Partagez dans tous les groupes. Dites-leur, je suis là. Partagez la vidéo au maximum. Alors, je voudrais commencer cette vidéo par le point de Kanigi avant d'attaquer le point de Meïté Suleiman. Aboulaye Meïté, pardon. Alors, Soro Kanigi. Vous devez comprendre que Soro Kanigi, il était donc l'un des proches collaborateurs du président Guillaume Kibafori Soro. Soro Kanigi donc se lance dans la vie associative, donc au niveau de la société civile. Il part avec donc un mouvement de la société civile qui était donc à l'époque le RACI, mais qui n'était pas encore un parti politique. Qu'on appelait à l'époque le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire. Suivez-moi très bien. Le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire. Et chemin faisant, les ambitions politiques commençant donc à se profiler à l'horizon, on porte donc sur les fonds baptismaux la mise sur pied d'un parti politique qu'on va appeler le RACI, donc qui est le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire. Avant, c'était le Rassemblement des Amis de la Côte d'Ivoire. Le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, qui est donc né, je crois, en 2012. Et dans l'objectif spécifique terminal, c'était de mener donc, le combat démocratique, parce que, je vous le dis honnêtement, tous ceux que vous voyez, Soro Kanigi, effectivement, c'est des porte-sacs de Guillaume Kibafori Soro. C'est des gens qui l'ont connu depuis belle lurette, depuis là où il a assumé des charges très importantes au niveau donc, des forces nouvelles. Et donc, ce sont ses proches collaborateurs, au même titre que les Alain Lobognon et autres. Alors, le RACI en tant que parti politique est donc porté sur les fonds baptismaux. Suivez-moi très bien. Oh, vraiment, les gens veulent qu'on parle toujours d'eux. Comme ils veulent qu'on parle, on va en parler juste. Soraï Kim, la go vrai, soit salué. Partagez la vidéo. Dites-leur que le 001 est là. Alors, le RACI va naître. Mais dans la configuration du RACI, sinon que dans les différentes composantes, je veux dire, à caractère donc de responsabilité, le président donc Guillaume Kibafori Soro apparaît donc comme président d'honneur. Suivez-moi très bien. Le président Guillaume Kibafori Soro apparaît comme président d'honneur. Mais en ce moment, il est encore RDR. Nous sommes en 2012. On vient fraîchement de récupérer le pouvoir. Donc, nous sommes encore en 2012. Mais déjà là, les ambitions se dessinant, le RACI est mis sur pied. Dont l'objectif spécifique terminal, c'était de contribuer à faire donc, le maillage du parti de façon souterraine pour que, lors des futures échéances, on puisse porter la candidature de Guillaume Kibafori Soro. Donc,
Le RACI, en tant que tel, il est créé pour porter donc à la tête de l'État de Côte d'Ivoire Guillaume Bafoury Soro. Parce que lui-même, il est dedans en tant que président d'honneur. Vous suivez très bien. Alors, je vais survoler des étapes rapidement. Mais c'est le RACI, à la différence des autres partis politiques. Mais pourquoi aujourd'hui le gars, il veut s'enorgueillir? À la différence des autres partis politiques, qui lui a fait un travail de maillage, effectivement, sur le terrain. Mais avant de courir là, je vais vous lire un peu simplement ses écrits et puis on va les décortiquer ensemble. Voilà Soro Kanigui. Il a fait juste, je crois, un long paragraphe. Hein? Soro Kanigui, ancien proche de Guillaume Bafoury Soro, au micro de Fatorma. Il a dit qu'on lui a accordé un micro, un entretien. Il dit, écoutez très bien, le leader Guillaume Soro est un peu comme un mirage. Vous voyez ce que ça veut dire? Et un peu comme un mirage. Ça veut dire quoi? C'est du virtuel. Hein? Il dit que Guillaume Bafoury Soro est du virtuel. Ce n'est pas quelqu'un qui a de la contenance au niveau matériel. C'est quelqu'un qui est virtuel. Comme on se parle sur Facebook. Là. Quand vous le voyez de loin, vous pensez qu'il existe réellement. Approchez-vous et vous vous rendez compte que c'est une illusion. Soro Guillaume m'a beaucoup déçu. On s'arrête là d'abord. Il dit, quand vous le voyez de loin, vous pensez qu'il existe réellement. Approchez-vous de lui, vous vous rendez compte que c'est une illusion. Vous voyez? Partagez la vidéo. Alors, il démontre ici que Guillaume Bafoury Soro n'a aucune aura. Il est en train de dire ici que Guillaume Bafoury Soro n'a aucune aura parce que simplement il est contraint en exil. Alors, il faut tenter de s'adonner à certaines tribunes, voilà, juste pour pouvoir le dépêcher. Il donne ici l'impression que Guillaume n'a aucune aura. Moi, je dirais simplement, dit que mais Guillaume, il n'existe même pas à travers donc, le RDR, il n'existe même pas à travers le RACI. Guillaume Bafoury Soro a eu d'abord une aura à travers d'abord le monde estudiantin. Parce que quoi qu'on veuille, chacun a une histoire. Le gars, il a une histoire. Au même titre que les autres leaders des partis politiques, ils ont des histoires. Guillaume Bafoury Soro, il tire donc son histoire, son aura, sa légitimité au niveau donc national à partir du monde estudiantin. Donc au niveau de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, qui est donc la FESI. Est-ce que vous suivez? Donc, lui, celui que vous voyez là, tout cela, c'est bon petit depuis là-bas. Hein? Est-ce que vous suivez? Ok. Il m'a beaucoup déçu. Il dit que le RACI existe ou pas, le plus important est que Alassane soit le président de la République de Côte d'Ivoire. Ah! Voilà ici un aveu d'impuissance. Et c'est sur ça que je vais maintenant épiloguer. Que le RACI existe ou pas, le plus important est que Alassane Ouattara soit le président de la République de Côte d'Ivoire. Quand il dit que le RACI existe ou pas, vous savez ce que ça veut dire? Lui, puisque ayant donc contribué au maillage du RACI sur le terrain, à un moment donné, il a commencé à s'arroger certaines prérogatives. Il a cru donc pouvoir se mesurer au leadership du leader générationnel. Est-ce que vous suivez? Il a cru pouvoir lui opposer une certaine rivalité. Suivez très bien hein, ce gars-là. Il a cru pouvoir lui opposer une certaine rivalité. Au point où il s'est dit que si lui, il se soustrait de Guillaume Soro avec son RACI, Guillaume Soro, on n'en parle plus. Suivez-moi très bien. Il dit que si lui se soustrait de son RACI avec Guillaume Soro, on n'en parle plus. Mais vous avez pu voir. D'ailleurs, moi, il y a eu pas mal. Bon, je ne vais pas ici dire certaines choses pour ne pas mettre des gens en difficulté ou bien mettre des gens en mal. Mais j'ai vu un peu le travail souterrainement que le RACI à l'époque essayait de faire auprès des différents activistes que nous sommes. Bon, tout ça, j'ai vu. Mais nous, on est resté ferme parce qu'on n'avait pas voulu rester dans ces petites considérations-là. Donc, on est resté focus sur la fêtière, donc, Génération un peuple solidaire. Mais il y a eu beaucoup de tentatives d'approche de corruption psychologique qui ont été faites.
pour pouvoir donc faire un achat de conscience. Tout ça, ça a été fait, mais on est resté focus. Alors, lui, au jour d'aujourd'hui, il dit que si lui, il part avec son racisme, Guillaume Soro n'existe plus. Mais vous avez pu voir, lorsque il a donc émis la difficulté de pouvoir intégrer la nouvelle, comment on appelle ça, la nouvelle mouture fédérale du parti qui est Génération et Peuple Solidaire, vous avez pu voir, lorsqu'il s'est écarté, aussitôt, le président Guillaume Kibafouri Soro, en tant que membre statutaire, donc président d'honneur du RACI, a impulsé de nouvelles dispositions. Vite fait, on a procédé à ce qu'on appelle une nouvelle approche dénominationnelle du parti. Le RACI est carrément resté dans les mains de Soro Kanigui et le RACI s'est mué en quoi? En RGPS, qui est devenu le Rassemblement des Générations et Peuples Solidaires. Un peu comme ça s'est fait avec Pascal Affi-N'Guessan, à qui on donne l'enveloppe vide et on revient ici avec le PPA de Laurent Gbagbo. Est-ce que vous voyez? Donc, puisque le deal qui avait été fait avec Soro Kanigui dès sa sortie de prison, c'était effectivement de vider le GPS de toute sa substance en extrayant simplement le RACI. Mais il a vu que le deal n'a pas pu marcher, puisque lorsqu'il est sorti de prison, il y est allé tranquillement seul au RDR. Il est parti tranquillement seul au RDR. Le RACI, qui est devenu pratiquement le RGPS, est resté fort et a témoigné tout son soutien auprès du leader générationnel Guillaume Kibafouri Soro. C'est la débandade. Rama Kara soit salué. C'est donc la débandade. Soro Kanigui n'arrive plus à avoir ses repères. C'est du même Soro Kanigui, parce que quand il dit que le RACI existe ou pas, parce que la première question que nous on va lui poser, il faut donc faire l'état des lieux du RACI. C'est pourquoi il nous devance ici. Hein? Parce que moi, vous avez vu dans mon commentaire, j'ai posé, j'ai dit, mais où est le RACI actuellement? Florentine Tano, soit saluée, la plus belle. On est ensemble. Nous, la question qu'on va poser à Soro Kanigui, c'est où est le RACI? Le RACI pour lequel tu es en train de te vanter là, où en sommes-nous aujourd'hui? La preuve, je voudrais saluer ici Abidama Kone, je voudrais saluer ici toute la direction du RACI, du moins du RGPS aujourd'hui. Donc, le RACI aujourd'hui, c'est mieux un RGPS et a été vidé de toute sa substance, tous les hauts cadres. Docteur Hervé Koulibaly, je veux dire tous les hauts cadres aujourd'hui, tout le monde a basculé au niveau du RGPS. Et ils ont témoigné leur soutien, leur solidarité, leur attachement autour du leadership de Guillaume Kibafouri Soro. Il faut écrire Guillaume Soro. Écrivez GKS. Vous voyez? Donc c'est pourquoi ici il nous devance pour dire que le RACI existe ou pas. Le plus important est que Alassane Ouattara soit le président de la République de Côte d'Ivoire. Mais à la limite, c'est une façon de pouvoir quémander. Hein? Il est en quête à la vérité d'affection morale. Parce que tous ceux qui ont basculé au jour d'aujourd'hui au niveau du RACI, dites-nous quel est l'avenir politique aujourd'hui qui leur est réservé. Tous ceux qui ont basculé au RDR, quel est donc l'avenir politique qui leur est réservé? Je vais parler d'Alphonse Soro, je vais parler de toute la clique du RACI. Bon, je ne vais même pas dire le nom ici, mais ce n'est pas important. Tous ceux qui ont basculé au RACI aujourd'hui, quel est leur avenir politique? C'est des gens qui sont relégués juste comme des seconds couteaux. Les seconds couteaux même, c'est encore bon. Ils sont carrément mis aux oubliettes. Au point où, vous avez vu l'un de ces lieutenants qui a dit que rejoignons notre famille politique naturelle. Parce que nous ne pouvons exister que lorsque nous sommes présents auprès de Guillaume Kibafouri Soro. Sinon nous pouvons exister que lorsque nous demeurons RACI. La preuve, nous sommes venus au niveau du RDR. On ne nous voit même pas. Donc, le fait qu'ils disent ici que le RACI existe ou pas, le plus important, c'est que Alassane soit le président de la République de Côte d'Ivoire. Le gars, il est en quête d'affection. Il est donc en quête d'affection. C'est une façon, c'est de la mendicité subtile. Écrivez GKS. C'est de la mendicité subtile. Ça ne passera pas. Son discours, c'est pour ça qu'on vient rapidement pour démonter. Vous croyez, il poursuit toujours, vous croyez que le Conseil national de sécurité est venu comme ça, tel un cheveu sous la soupe? C'est profond ce qu'il dit.
Vous croyez que le Conseil national de transition est venu comme ça, tel un cheveu sous la soupe? Certains soroïstes l'expliquent clairement dans leurs vidéos que le CNT est un projet de coup d'État. En quoi est-ce que le Conseil national de transition, qui a vu donc la participation de toutes les forces vives politiques de Côte d'Ivoire, y compris le président Laurent Gbagbo lui-même, et que Guillaume Touba Soro, depuis Paris-Bristol, qui a appelé à l'unité de l'action politique de l'opposition en Côte d'Ivoire, qui a vu toutes les différentes formations politiques de Côte d'Ivoire se mettre donc ensemble pour donner d'une voix commune. Où est donc le projet de coup d'État? Mais le CNT, c'était juste un organe dans lequel il fallait exister pour pouvoir réguler nos différentes actions. On est issu du PDCI, du Front Populaire Ivoirien, de l'UDPCI, hein? Le parti de, comment il s'appelle là? Comment il s'appelle? L'ancien directeur de cabinet de Draman, qui est parti et puis qui est revenu plus tard. Hein? L'ANI. Voilà. Alors, c'était toutes les composantes, toutes les différentes composantes des partis politiques significatifs de l'opposition ivoirienne qui se sont réunis au sein d'un organe qu'on appelle le Conseil national de transition. Où était donc le projet de coup d'État? À la vérité, il veut donc se présenter à Alassane Dramane Ouattara comme étant un porteur de secrets. Or, au fait, il n'y a rien. Il maîtrise pratiquement rien. Je vous le dis honnêtement. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, pour se faire plaire auprès de Dramane, soit tu arrives à vider le parti de Guillaume Touba Soro de toute sa substance, comme tout le monde d'ailleurs a tenté de le faire, ou alors tu vas pour vilipender Guillaume et tranquillement tu auras ta pitance quotidienne. Voilà comment les gens fonctionnent. Alors, on poursuit. Il dit, certains soroïstes l'expliquent clairement dans leurs vidéos que le CNT est un projet de coup d'État. Moi, j'ai décidé de ne pas adhérer à un projet de déstabilisation. Bon. Je me demande, Amontano, merci beaucoup. Je me demande bien s'il est cohérent. Il y a beaucoup de ces vidéos. Hein, où il était en train de tenir un discours au niveau de Port-Boué. Nous étions en 2020. Tu veux où? Tu veux pas où? 2020, tu vas partir. Lui, il comptait sur quoi? Lui, il comptait sur quoi? Quand il dit tu veux où? Tu veux pas où? Tu vas 2020, tu vas prendre tes bagages, tu vas partir. Lui, il comptait sur quoi? Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi je le dis toujours. C'est pourquoi je dis toujours aux leaders. Ceux qui vont faire gagner Guillaume Soro, ce n'est pas ceux-là. Ce n'est pas ceux qui ont fait la fessie avec lui. Ce n'est pas ceux qui ont fait la rébellion avec lui. Ce n'est pas ceux qui le connaissent depuis belle lurette. Mais c'est ceux-là de maintenant, vous qui êtes là, vous qui avez cru au combat, c'est avec vous que Guillaume Soro va gagner. Voilà la vérité. Sinon, vous remarquez, tous ces proches collaborateurs lointains, regardez un peu tout le cinéma qu'ils ont fait. Eux tous sont tous partis, ils ont tous viré. Hein? Celui en dernière date aujourd'hui, c'est Alain Lobognon. Qui veut aller, même sans aller. Mais déjà, nous, on sait qu'il est parti. Donc, il y en a plein comme ça qui s'offrent en spectacle. Hein? On en parle juste parce que c'est des écrits qui peuvent prêter à confusion. Ça peut mélanger un peu l'esprit de beaucoup de nos militants. Et donc, il faut qu'on revienne un peu sur la place publique pour essayer d'en parler. Sinon, à la vérité, on passerait simplement ça sous silence et puis on avance. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je ne veux même plus avoir les nouvelles de Guillaume Soro. Hein? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut rentrer dans les détails. Dès l'instant où tu as décidé d'accorder une interview à un organe de presse, mais Joe, il faut rentrer dans les détails. C'est les détails que les gens attendent. Il faut rentrer dans les détails. Comment tu dis non, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je ne veux même plus avoir les nouvelles de Guillaume Soro. Bon. C'est un avis personnel que tu aimais. Tu ne veux pas avoir ces nouvelles. Bon. Ça, c'est ton avis à toi. Ne pas vouloir avoir les nouvelles de Guillaume Soro,
C'est ton avis personnel à toi. Et puis il finit pour dire, et moi je confirme que c'est Guillaume Soro qui est Chris Yapi. Bon. Cette histoire de Chris Yapi, nous on ne peut pas se prononcer sur ça pour l'instant. Hein? Celui qui est Chris Yapi, là, nous on ne peut pas se prononcer sur ça pour l'instant. Laissez-les, ils vont épiloguer sur la question de Chris Yapi. Laissez-les. Tantôt on dit que Chris Yapi c'est Guillaume, tantôt on dit que Chris Yapi c'est Konaté Sidiki, tantôt on dit que Chris Yapi c'est Draman lui-même. Laissez-les. Celui qui veut, il se donne de la contenance. Tout dernièrement, on nous dit que Chris Yapi c'est Cissé Bakongo. Il y en a beaucoup de spéculations sur la question. Et donc, chers amis, je n'ai même pas voulu trop m'attarder sur les écrits un peu maladroits de ce gars-là. Et c'était une façon pour moi de revenir très rapidement dessus pour pouvoir éclairer un peu, pour battre cela en brèche, je vais dire. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Je vais parler aussi brièvement de Aboulaye Meïté. Vous connaissez bien Aboulaye Meïté, l'avocat de Côte d'Ivoire. Je crois qu'il a sa photo par ici. Hein? Aboulaye Meïté, qui est donc l'avocat de l'État de Côte d'Ivoire. Et je rappelle que ce Aboulaye Meïté a été donc désigné pour être avocat, c'est-à-dire pour faire partie du collectif des avocats de l'État de Côte d'Ivoire lors du procès contre le président Laurent Gbagbo à l'époque, au niveau de la haie à l'époque. Et donc, c'est lui aujourd'hui, Aboulaye Meïté, qui vient, qui pond des écrits sur la base de la production d'un discours, donc d'une interview que le président Laurent Gbagbo a accordé récemment à un organe de presse international, donc France 24, où il a été très clair. J'ai fait des vidéos, vous pouvez aller consulter. Oui, il a fondamentalement posé la question de la réconciliation à travers donc un processus pour situer les différentes responsabilités et puis faire donc une remise à plat de la question liée donc à la crise post-électorale. Vous pouvez aller visionner mes vidéos, vous allez comprendre de quoi je parle. Alors, il a pondu des écrits et il est important. Je voudrais saluer tous les différents communicants qui ont statué sur ce cas-là très rapidement. Maître Aboulaye Meïté sur France 24, il dit, vous savez, nous là, nous sommes des cyberactivistes pro-Côte d'Ivoire. Ce que j'appelle pro-Côte d'Ivoire, c'est ceux qui sont contre Draman, contre la politique de Draman. Si tu es contre la politique de Draman, moi je t'appelle pro-Côte d'Ivoire. Donc, je n'ai aucune gêne véritablement à pouvoir évoquer des sujets de Gbagbo, de Blé Goudé, de tout autre leader. Voilà, c'est comme ça moi je fonctionne. Voilà, donc je suis pro-Côte d'Ivoire. Dibo Isaac, soit salué. Salut frère de Guibérois. Hey, comment tu vas? Aïe, aïe, ça va? D'accord. Je pense qu'on va terminer le reste inbox. Sois salué. Hein? Alors, il dit, Monsieur Gbagbo. Monsieur. Donc, vous avez très bien compris, hein, l'histoire de Kanigui, là. Vous avez bien compris. Ah, voilà même Amiral Blindé qui est là. Amiral Blindé l'a framponné tout à l'heure même, j'étais fier. Voilà, j'étais sur le direct d'Amiral Blindé. Amiral Blindé l'a bien chiffonné. Normalement, quand Amiral finit comme ça, bon, il n'y a plus trop rien à dire. Mais, si on ne parle pas, les militants, il y en a qui ne comprennent pas. Ils ont commencé à nous écrire une box, même il y a certains cyberactivistes qui m'ont appelé, mais fédéral, le gars, il dit quoi au juste? Et c'est pourquoi je suis revenu de fort en comble sur la question de Kanigui, pour que nul n'ignore. Voilà, on est d'accord dessus. Merci beaucoup, l'homme d'État. Comment il s'appelle? Son nouveau nom, c'est quoi? Cric. Voilà. Salut Amiral Blindé. Voilà, le tout-puissant Amiral Blindé. On est ensemble. Merci beaucoup. J'ai fini avec Kanigui. Je vais attaquer rapidement Aboulaye Meïté. Aboulaye Meïté, je rappelle qu'il était avocat de l'État de Côte d'Ivoire au niveau de Paris, au niveau de la haie. C'est lui que Draman a choisi pour faire partie du collectif des avocats, pour aller donc
engagé une procédure à charge contre le président Laurent Gbagbo dans le temps. Voilà ce qu'il dit. Et je souhaiterais pour ma part aussi que, je crois Nina La Lyon est revenue sur ça, je ne sais pas, hein, mais je souhaiterais aussi qu'on puisse le recadrer aussi à son niveau. Voilà ce qu'il dit. Il dit M. Gbagbo n'est pas un panafricaniste. Sous son règne, des étrangers ont été malmenés, tués, des Ivoiriens ont été marginalisés, rejetés et tués parce qu'on les traite d'étrangers. C'est un ultra-nationaliste. Je vais vous expliquer cette doctrine tout à l'heure. Parce qu'il emploie des termes qui sont intéressants. Partagez la vidéo. Il emploie des termes qui me plaisent beaucoup. Il dit 1. Ce n'est pas un panafricaniste. 2. C'est un ultra-nationaliste qui emploie des concepts fantaisistes pour manipuler les émotions de ses militants, ces pauvres militants. Bon, je l'ai toujours dit, hein, nous on est cyberactivistes pro-Côte d'Ivoire. Hein? Tous les sujets, en tout cas qui intéressent la Côte d'Ivoire, nous on se prononce tranquillement, on n'a pas de problème. Mais on a des membres certifiés de Génération et Peuple Solidaire, mais ce genre de sujet, quand on sait que c'est eux donc qui sont à l'origine du mal pernicieux en Côte d'Ivoire, il n'y a pas donc de raison qu'on puisse laisser ça comme ça couler. Alors, suivons un peu. Je reprends rapidement. Hein. Il dit, M. Gbagbo n'est pas un panafricaniste. Bon. Moi, j'ai posé dans mon commentaire, j'ai dit, donc pour toi, être un panafricaniste, c'est de ne pas réguler sa politique d'immigration. Gbagbo vous a demandé de quitter les grandes théories. Pour lui, le panafricanisme, c'est l'autodétermination des États sortis du joug de l'impérialisme français. Et puis j'ai mis maudit à la fin. Là, c'est mon commentaire propre à moi-même. Il dit que Gbagbo n'est pas un panafricaniste. Et que c'est un pur nationaliste. Vous deviez comprendre. La fois dernière, je vous ai expliqué beaucoup de choses. Je vous ai dit que quand on doit intégrer une formation politique, il faut chercher à savoir l'idéologie du parti. Je vous ai expliqué. Regardez ma vidéo, vous allez comprendre. Alors, il emploie deux termes. 1, panafricaniste et 2, nationaliste. Vous devez le savoir. Partagez la vidéo. Vous devez savoir ces concepts-là. C'est important. Alors, c'est quoi le panafricanisme? Je ne vais pas vous faire beaucoup d'histoire. Je vais simplement vous dire que le panafricanisme, c'est donc une conception politique qui n'est même pas née en Afrique, mais qui est née aux États-Unis, en Amérique, dont l'objectif était de contribuer à la restauration des valeurs africaines, la lutte pour l'émancipation du peuple noir. Panafricanisme, par un mécanisme de mise sur pied de ce qu'on appelle tout un élan de solidarité mutuelle. Panafricanisme. Est-ce que vous suivez? Et c'est plus tard que le concept sera repris dans nos différents États, juste après l'avènement de l'indépendance et autres. Mais la difficulté à pouvoir faire appliquer le panafricanisme dans nos différents États, c'est qu'il y avait plusieurs courants de pensée idéologiques qui ont fait qu'il y avait une certaine difficulté à pouvoir appliquer le panafricanisme. Il y en a qui sont donc des libéraux, il y en a qui sont donc des sociodémocrates, il y en a qui sont donc des marxistes, des léninistes, il y en a plusieurs courants de pensée qui ont fait que le panafricanisme en lui-même là avait donc du mal à pouvoir s'exercer. Mais vous allez comprendre, tous les premiers leaders qui ont épousé la notion du panafricanisme, je vais les citer rapidement et puis je vais m'asseoir sur un seul leader. Je vais dire son nom tout à l'heure. Parce qu'il est en train de parler de panafricanisme. Tous les grands leaders, vous prenez au Ghana, Kwame Nkrumah, qui est donc un panafricaniste, résistant socialiste. Parce que la notion du panafricanisme parle d'abord de notion de socialisation. Ça veut dire que de solidarité mutuelle. Tous ceux que vous voyez, c'est des purs résistants socialistes panafricains. Vous prenez Thomas Sankara,
Je n'ai pas besoin de vous expliquer ce qu'est Thomas Sankara. C'est des purs résistants panafricains. Lumumba et autres, c'est des purs résistants panafricains. Mais je vais vous citer le nom d'un seul. Un seul. Et c'est lui, aujourd'hui, là, c'est de lui que nous allons parler un peu. Muammar Kadhafi. Pur panafricain. Parce que le panafricanisme, c'est quoi? C'est donc de se révolter contre le joug impérialisme français. Puisque c'est la France aujourd'hui qui est un état colonial, du moins néocolonial. Donc, c'est de s'opposer au joug de l'impérialisme français dans les différents états africains. C'est pourquoi, quand le président Laurent Gbagbo parlait, il dit: vous arrivez en France, on vous fait monter sur le perron de l'Élysée. Celui qui vous attrape par le bras et qui vous fait monter sur le perron de l'Élysée, vous trouvez la garde, on vous salue et vous montez sur le perron de l'Élysée, vous vous prenez pour un grand. Mais est-ce que celui qui vous fait monter sur le perron de l'Élysée pour vous introduire dans le palais, est-ce qu'il vous voit comme un grand? Question. Donc le panafricanisme vient du fait que il faut qu'à un moment donné, les différents États, eux-mêmes là, arrivent à engager ce qu'on appelle l'autodétermination. Et ça implique plusieurs notions. L'autodétermination économique. Je vais vous expliquer l'affaire de Kadhafi. Vous allez comprendre ce que c'est que le panafricanisme. L'autodétermination au niveau économique, l'autodétermination au niveau donc diplomatique, l'autodétermination au niveau monétaire, l'autodétermination au niveau militaire. Enoch Silué soit salué. Voilà donc où va partir le panafricanisme. Parce qu'il faut s'entourer d'un certain nombre d'instruments pour mener à bien le panafricanisme. Alors, regardez ici, celui-là. Hein? Et vous allez voir, Muammar al-Kadhafi dont je parle, qui est un pur résistant. Parce que Muammar al-Kadhafi arrive au pouvoir comment? Muammar al-Kadhafi arrive au pouvoir en septembre 1969. Mais lorsqu'il vient, il trouve donc une monarchie occidentale en Libye. Suivez-moi très bien. Il trouve donc une monarchie occidentale en Libye. La Libye à l'époque, c'était un territoire qui était donc considéré comme un territoire propre à l'Italie. Il trouve une monarchie occidentale, donc l'Italie en Libye, qui était donc dirigée par Idriss Ier. Idriss Ier, qui était donc le premier roi, le roi Dieu de la Libye, qui a régné pratiquement sur toute la Libye. Jusqu'à ce que Idriss Ier parte en Turquie pour des soins de santé naturellement, et c'est derrière lui que le coup d'État a été fait. Et depuis lors, Muammar Kadhafi s'est installé pendant pratiquement, je crois, 42 ans de pouvoir. Donc, le panafricanisme est venu du fait que déjà il fallait se rebeller contre l'ordre néocolonialiste à l'époque qui était donc établi sur le territoire libyen. Je vous parle de ce panafricanisme pour que vous compreniez comment ça va s'étendre. Muammar al-Kadhafi, lorsqu'il vient au pouvoir, il décide donc de réunir d'abord le monde arabe. Le panarabisme. Bon, ce n'est pas des termes que je dois trop jouer avec vous. D'abord, il réunit d'abord le monde arabe et ensuite, il décide donc de réunir le monde africain. Et voilà comment le grand panafricaniste Muammar al-Kadhafi, en 1999, devant plus de 40 chefs d'État africains en Libye, va donc décider de sortir de l'OUA à l'époque, qui était l'organisation de l'unité africaine, pour parler de l'Union africaine, devant plus de 40 chefs d'État, où il a impulsé déjà les bases du vrai panafricanisme, donc du sursaut d'orgueil du peuple noir. Je parle de Kadhafi. Mais il avait donc en toile de fond un certain nombre de projets novateurs. Je vais vous lire, vous allez comprendre. Kadhafi dit, on ne peut pas s'affranchir des Blancs tant qu'on dépend exclusivement de
de leur appareil monétaire. Ça veut dire que tant qu'on est sous le joug, au niveau de la Côte d'Ivoire, sous le joug, sous l'influence du franc CFA, on ne peut pas parler de panafricanisme. Donc, avant même de parler de panafricanisme, d'abord, il faut qu'au niveau local, tu puisses déjà mener une politique de refus. Parce que les gens, ils emploient des termes, c'est pas possible. Il faut déjà, au niveau national, employer une politique de refus contre l'ordre impérialiste, avant même de pouvoir réunir tout le monde entier. Et c'est ce que Kadhafi a réussi d'abord chez lui. Voilà comment il va essayer d'étendre ça progressivement sur l'ensemble de toute l'Afrique. Mais regardez ce que Kadhafi va faire. Parce que lui, il parle de Gbagbo n'est pas un panafricaniste, c'est un pur nationaliste. Mais il faut qu'on lui dise comment le nationalisme et le panafricanisme a été tué par ceux qu'il soutient aujourd'hui, là. Par ceux qu'il soutient, qui ont mis son mentor au pouvoir, là. Il faut qu'on lui dise. Écoutez ici. Kadhafi avait proposé la mise en place d'une union monétaire africaine. Vous voyez très bien. Kadhafi propose aux pays africains. Et ce que je suis en train de vous dire, ça devait prendre forme, je vous le dis, ça devait prendre forme en 2014. Kadhafi propose la mise sur pied de l'Union monétaire africaine. Nous sommes tous liés aujourd'hui au Fonds monétaire international, le FMI, où on va prendre de l'argent, on va prendre du crédit. Et le seul moyen de pouvoir récupérer les fonds, c'est donc d'extraire nos sous-sols. Il faut couper tous les liens économiques avec ces grandes puissances-là, créer donc un fonds monétaire africain pour permettre donc aux Africains de pouvoir disposer eux-mêmes d'un appareil monétaire au niveau donc de l'Afrique. Voilà le panafricanisme. Donc il a commencé d'abord chez lui, en Arabe et choses, en Libye, et ça s'étend progressivement. Mais je vais vous expliquer certaines choses, vous allez comprendre. Il dit qu'il devrait avoir, l'UMA qui devait avoir son siège au niveau de Yaoundé, voilà. Il avait également prévu la création d'une banque centrale africaine qui devait être installée au quartier général d'Abuja. Voilà. Maintenant, il y a Muammar Kadhafi. Voilà un truc qui est intéressant. Il a poussé donc ses pairs à acheter un satellite africain en Afrique pour que l'Afrique ait, son indépendance en matière de communication. Vous voyez le panafricanisme, c'est les moyens. Le panafricanisme, c'est les moyens. La question de la communication, de la télécommunication, elle coûte excessivement cher. Vous appelez de l'Europe jusqu'en Afrique, ça coûte excessivement cher. Vous appelez de l'Europe jusqu'à Golib Bardie, Oiseau Blanc, sois salué. L'homme fort, on est ensemble. Merci beaucoup. Vous voyez donc, parce qu'il est en train d'accuser Gbagbo, il dit que Gbagbo n'est pas un panafricaniste, mais Gbagbo est un pur nationaliste. Il faut qu'on l'explique. Parce que si on ne vous explique pas, les gens sont perdus. Il dit que Gbagbo n'est pas un panafricaniste, parce que Gbagbo a créé ce qu'on appelle le PPA. Il dit que Gbagbo n'est pas un panafricaniste, mais Gbagbo est un pur nationaliste. Il faut qu'on vous explique c'est quoi le panafricanisme, c'est quoi le nationalisme. Et donc vous voyez que la notion de panafricanisme, ça implique les moyens. La création d'une unité satellitaire qui va donc favoriser le rabais des coûts de télécommunications. Parce que appeler simplement de Paris jusqu'en Côte d'Ivoire, ça coûte excessivement cher. Or, si on a une unité satellitaire, ça va permettre donc de favoriser un rabais au niveau donc des coûts de télécommunications. Kadhafi à l'époque le proposait. Et ça, c'est une proposition qui a été faite devant plus de 40 chefs d'État. Nous étions déjà en 99. Lorsque il lançait déjà les bases de la création, donc c'est-à-dire de sortie de l'OUA, donc de l'organisation de l'unité africaine, pour passer à l'Union africaine, qui serait effectivement matérialisée par des actions concrètes. C'est ce qu'il est en train de proposer. Qui devait avoir pour matérialisation en 2014. Parce que lui, il parle, il dit non, Gbagbo n'est pas panafricaniste, c'est un pur nationaliste. Mais ceux qui ont tué le panafricanisme, c'est son patron qui est au pouvoir. Il faut qu'on vous l'explique.
Voilà. Écoutez très bien. Et en plus de cela, le guide de la Jamaïria libyenne offrit ainsi ce qu'on appelle le RASCOM. Bon, ça, je vous ai expliqué. Le satellite. Voilà. Voilà ce qui va pousser ceux qui ont mis son patron au pouvoir, qui l'envoie aujourd'hui venir dire des choses à Laurent Gbagbo. Son patron au pouvoir. Ceux qui ont mis son patron au pouvoir, qui est Nicolas Sarkozy, qui a mis son patron au pouvoir. Voilà ce qui va le faire presser, de sorte qu'il aille tuer d'abord Kadhafi et ensuite ravager en Côte d'Ivoire. Voilà la raison. Écoutez ici. Le courrier en date du 1er avril 2011 de l'OTAN a commencé par les frappes. Il évoque l'existence d'un stock d'or de 143 tonnes d'argent et 143 tonnes également, soit une valeur de 7 milliards de dollars accumulés par Kadhafi, dont le but est de lancer son projet de monnaie panafricaine. Écrivez RIP Kadhafi. RIP. Muammar Kadhafi. Ces idées, il est certes mort, mais ces idées doivent demeurer. Il est certes parti, mais ses idées doivent demeurer. Écoutez très bien, parce qu'on ne peut pas se foutre d'un homme politique de la trempe de Laurent Gbagbo en disant que non, ce n'est pas un panafricaniste, c'est un pur nationaliste. Mais moi, je vais vous expliquer c'est ça. Il dit, c'est intéressant hein, la partie, soit une valeur de 7 milliards de dollars accumulés par Kadhafi, dont le but est de lancer son projet de monnaie panafricaine fin mars, soit 66 semaines dès le début de lancement. Voilà. Voilà la raison fondamentale qui va faire courir Sarkozy. Qui va donc faire courir Sarkozy. Et j'ai toutes les vidéos ici qui prouvent que c'est Sarkozy. Moi, je n'ai même pas besoin de vous présenter tout ça. J'ai toutes les vidéos ici qui prouvent que c'est Sarkozy qui était à l'origine de l'assassinat de choses. Hein? J'ai toutes les vidéos. Voilà, écoutez même. C'est un Muammar Kadhafi survolté qui est apparu dans la soirée à la télévision. Le leader libyen avait invité quelques supporters dans son palais présidentiel de Tripoli, alors que le gouvernement espère reprendre le contrôle d'ici quelques jours de toutes les régions aux mains de l'insurrection. Et la France qui lève maintenant la tête et veut attaquer la Libye. Est-ce que tu veux attaquer la Libye, espèce d'idiot? Vous avez entendu cette partie-là. On va aller vite. Viens et essaye de nous attaquer. Vous avez entendu? Effectivement, la France de Sarkozy à l'époque, qui tentait d'attaquer Muammar Kadhafi. Mais regardez une chose. Quand Muammar Kadhafi va tenter effectivement l'implantation du mouvement panafricain, qui va voir pour la première fois? Dès 2007, Muammar Kadhafi, ceux qui se rappellent, qui étaient donc à Abidjan, qui se rappellent, Muammar Kadhafi arrive pour la première fois en Côte d'Ivoire, sous le pouvoir de Gbagbo. En ce moment, le président Guillaume Bafouri Soro était Premier ministre. Il est venu pour lui présenter ce projet porteur d'implantation du panafricanisme vrai. On ne va pas croiser n'importe quel leader. On va croiser un leader avec qui on porte la même vision. On va croiser un leader avec qui on porte la même vision. Est-ce que vous suivez? Mais il y en a qui disent non. Il n'a pas réussi à libérer la Côte d'Ivoire, c'est toute l'Afrique qui veut libérer. Mais je vous cite juste un exemple. Kémy Séba que vous regardez, est-ce que ce n'est pas un panafricaniste? Hein? Un chroniqueur panafricaniste, activiste, résistant, mais est-ce que ce n'est pas un panafricaniste? Mais est-ce qu'il a les moyens de pouvoir libérer toute l'Afrique? On libère l'Afrique à travers donc la pensée dans un premier temps. C'est pourquoi je voudrais saluer toutes les organisations de la société civile qui se lèvent aujourd'hui pour s'opposer à l'ordre impérialiste de la France. Yerewolo au Mali aujourd'hui, qui a une activité même en vue. Toutes ces organisations, je ne parle pas de ceux qui sont allés applaudir Emmanuel Macron la fois dernière, je ne parle pas de ceux-là, ceux qui ont été triés sur le volet, à qui on a distribué des perdièmes, qui sont allés applaudir, qui ont fait semblant de critiquer Macron et puis après qui sont allés faire des selfies avec lui. Ce n'est pas de ceux-là que je parle. Je parle des vrais résistants
des grandes figures emblématiques de la résistance panafricaine en Côte d'Ivoire, partout en Afrique. Je parle de Kémy Séba. Voilà la vérité. Donc, dès 2007, déjà, il vient en Côte d'Ivoire pour venir croiser ses pairs, pour implanter effectivement le panafricanisme qui devait voir le jour, en 2014. Dès 2011 déjà, Sarkozy va lancer sa fatwa en complicité avec l'OTAN. Il faut tuer Kadhafi. Parce que si Kadhafi a réussi à implanter l'Union monétaire africaine, il réussit donc à créer ce qu'on appelle le RASCOM, le satellite africain. Nous, on est foutus. Il faut le tuer. D'ailleurs, des personnes qu'il a croisées dans son combat, accompagner son combat, c'est les Laurent Gbagbo. Est-ce que vous suivez? C'est le Laurent Gbagbo qu'il a choisi d'accompagner dans son combat. L'autre me parle de quoi? Non, le conseil de... Comment il s'appelle? De VDA, c'est calé. On est ensemble. Tranquille, il n'y a même pas de souci. Hein? Voilà. Donc, les personnes qu'il choisit pour l'accompagner dans son combat, c'est le président Laurent Gbagbo, à l'époque, en 2007, où Guillaume Bafoury Soro était Premier ministre. Panafricanisme. Et donc, dites à, comment il s'appelle, Abdoulaye Méïté, quand il dit que le président Laurent Gbagbo n'est pas un panafricaniste, mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit tout à l'heure que pour engager ce type de réforme, il faut être doté d'un certain nombre d'instruments au niveau médiatique, au niveau de la communication, au niveau de la diplomatie, au niveau même militaire. Mais qui vous dit que c'est Laurent Gbagbo qui va libérer tout de suite l'Afrique? Laurent Gbagbo vient juste pour impulser la dynamique. Ah oui, la pensée panafricaine, il vient juste pour s'aimer la graine de la pensée panafricaine. Vous voyez aujourd'hui, c'est en train d'éclore. Maintenant, il dit que c'est un pur nationaliste. Il veut justifier ça par le fait qu'en Côte d'Ivoire, des personnes ont été marginalisées et autres. Mais qui de vous pense que quand on dit qu'on est panafricain, on n'a pas l'estime de soi, on n'a pas l'estime de son identité culturelle? Qui dit ça? Qui dit que parce qu'on est panafricain, on va donc permettre à ce qu'il y ait une invasion dans nos différents États? Est-ce que même le grand Kadhafi panafricain dont je parle, tout le monde allait envahir la Libye? Est-ce que tout le monde à l'époque, au temps de Kwame Nkrumah, tout le monde allait envahir le Ghana? Non. Non, le panafricanisme n'implique pas le fait qu'il y ait un désordre au niveau de la politique d'immigration, permettre à ce qu'il y ait des invasions partout. Non, ce n'est pas comme ça. C'est de mettre sur pied des mécanismes de régulation de façon mutuelle et de favoriser donc les échanges. Si on a une monnaie commune, vous voyez que déjà les taux d'échange, donc la traçabilité, du moins les taux d'échange, la circulation de la monnaie, la circulation des biens, c'est de favoriser cela. C'est tout. Maintenant, entre nous-mêmes, c'est de freiner la concurrence extérieure. Parce qu'on est tous dans un même moule. Donc, de freiner la concurrence extérieure, de faire donc la promotion des valeurs propres aux pays africains. Voilà le panafricanisme. Mais on ne dit pas que comme on est panafricain, tu es guinéen, tu deviens ivoirien, ou tu es ivoirien, tu deviens guinéen. Non, c'est pas ça. Donc, pour eux, quand on dit le panafricanisme, il faut accepter le désordre dans son pays. Ça ne marche pas. C'est pas ça le panafricanisme. Donc, il se trompe ici. Il essaie donc d'envoyer les militants en dérision. Ça ne marche pas. Alors, il dit, c'est un ultranationaliste qui emploie des concepts fantaisistes pour manipuler les émotions de ses militants, ces pauvres militants. Vous avez suivi, et je veux qu'on termine sur cette partie parce que je ne vais pas faire une longue vidéo. Je veux que vous repartiez sur le discours du président la fois dernière. Il a dit quoi? Il dit simplement, je veux qu'on sorte des grandes théories. Long discours, on n'a qu'à sortir de là. Le panafricanisme, c'est l'autodétermination de nos différents peuples. Kémy Séba qui est là, qui est panafricanisme dur, pur, est-ce qu'il n'a pas le passeport français? Voilà. C'est le passeport français qui circule partout. Est-ce qu'il ne défend pas ce qui est propre à l'Afrique?
Donc le panafricanisme, là, quand on sort de toutes les théories avilissantes, là, le panafricanisme, ce n'est rien d'autre que l'affirmation, l'autodétermination des peuples africains. C'est ce qui est en train de commencer. On ne veut plus être sous le joug de l'impérialisme français. C'est ça, c'est ce que nous sommes en train de commencer. Donc, je voudrais m'arrêter là et puis vous dire que, voilà, j'ai été donc ravi de pouvoir échanger brièvement avec vous sur 2 points. À savoir celui d'abord qui est relatif à Soro Kanigi, qui chaque fois, parce qu'il attend chaque 2-3 mois, et puis il vient, il fait des déclarations. Donc je suis revenu sur l'histoire de Soro Kanigi, et ensuite celle de, comment il s'appelle, Meïté Aboulaye, parce qu'il fallait qu'on le fasse pour que les gens soient situés. Aujourd'hui, il faut aller dans le sens, je le dis toujours, il faut aller dans le sens de du moins de situer les responsabilités par rapport à la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. C'est ce que les victimes attendent. Les victimes n'attendent pas le tapage. Ce que les victimes de Côte d'Ivoire attendent, c'est la réconciliation des cœurs. Et la réconciliation des cœurs passe nécessairement par ce processus-là. Il faut interroger les gens, il faut que les responsabilités soient situées, il faut que la notion de justice soit appliquée pour qu'il y ait une phase d'indemnisation, de réparation. C'est tout ce que les victimes attendent. Une fois que c'est fait, vous voyez que la réconciliation, ça va couler comme ça. Est-ce que vous suivez? Voilà. Madi Touré par l'Empire du Mali, Samori Touré par l'Empire du Mali. Non, il y en a beaucoup, des panafricanistes, il y en a beaucoup. Voilà, il y en a beaucoup. Mais est-ce pour autant que Samori Touré, parce qu'il est panafricain, il allait laisser, comment on appelle ça, son pays pour aller prendre la nationalité? Non, non, c'est pas comme ça. Ce n'est pas du désordre, le panafricanisme. Voilà. Donc, merci beaucoup. À vous tous qui êtes là, merci infiniment. Voilà, et merci infiniment. Voilà, je voudrais tous vous saluer ici, que vous êtes là. Mouchi Asamoah, tout le monde, je voudrais vous saluer. Et puis on se reverra sûrement demain. Voilà, par rapport donc à l'évolution de la situation politique. On va se revoir. On est ensemble. Ciao, ciao.